Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Est-ce que le Parlement européen devait rendre hommage à cet homme? Absolument pas. Charlie Kirk a passé sa vie à discuter avec des gens qui le traitaient de facho du matin au soir. Il faisait aussi l'apologie de la violence. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, je dis simplement, c'est quelqu'un qui n'a jamais prôné la violence. C'est faux. Quand on exacerbe la violence et quand on la justifie, ce genre d'accident arrive. Accident. C'est un accident. C'est un accident. Il manque de bidon. Alors, de bobos, de bourgeois. Vous êtes en train de faire de Charlie Kirk un martyr. C'est n'importe Vous n'êtes quoi. pas là pour dire que ce que je raconte, c'est bidon. Si, nous sommes en guerre. Guerre, le célèbre cri de guerre de notre chef à tous, Emmanuel Macron, horizon indépassable de notre temps, qui effectivement, nous sommes en guerre, mais les guerres, comme vous le savez, à plusieurs étages, à plusieurs strates, à bas bruit, à haut bruit, de chair et de sang et de mots aussi, hein, la parole des armes et les armes de la parole. Et on va commencer, nous recevons Éric Zemmour, président de Reconquête, qui revient de Londres, où il y a eu cette manifestation monstre pour la liberté d'expression organisée par Tommy Robinson. C'était samedi, avant-hier, et nous allons en parler avec Éric Zemmour, et nous allons aussi parler d'autres choses aussi, bien sûr. Charlie Kirk, je vais vous dire que nous allons recevoir en seconde partie d'émission Julie Lévesque, la journaliste québécoise, et dans le Utah, où a eu lieu l'assassinat de Charlie Kirk. Elle a enquêté là-bas, elle va nous dire beaucoup de choses sur ce qui s'est passé réellement et qui sont véritablement aujourd'hui les assassins de Charlie Kirk. On commence vraiment à le savoir. Et puis nous allons parler économie avec cette note, dégradation, Fitch, Fitch. Oui, il paraît qu'on était A prime, A+, maintenant on est A, et un jour on fera A, mais j'espère que ce ne sera pas le râle de la France agonisante, hein, c'est pas ça qu'on veut. On se retrouve tout de suite avec Éric Zemmour. À tout de suite. Pour les problèmes de retrouver qu'est-ce que c'est qu'être anglais. C'est vrai qu'on se demandait, là, depuis quelque temps, ce qui se passait en Angleterre. On était assez... je dirais assez trouble, c'est le moins que l'on puisse dire. On se demandait que l'Angleterre de Winston Churchill était morte et enterrée. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. On va en parler juste tout de suite avec Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors vous étiez à Londres donc samedi, vous avez assisté à la manifestation, vous avez parlé d'ailleurs, il y avait Elon Musk aussi qui a pris la parole en anglais, vous y étiez là, et au fond, qu'est-ce qui a retiré? Alors, il y a eu évidemment toute la polémique, 110 000 selon la police, 3 millions selon leurs organisateurs, on connaît ça. Mais c'est vrai que pour qui a regardé par les drones et par ceux qui surplombaient la manifestation, ils étaient en tout cas, franchement, personne ne peut le nier, beaucoup plus que 120 000 en tout cas. Je pense vraiment que, je sais pas, parce que moi franchement je rentre jamais dans ce genre de querelle parce que je suis incapable de compter, mais en tout cas ce qui est sûr, et vous avez raison, on le sentait quand on y était, parce qu'il y avait des gens devant, il y avait des gens qui étaient sur les façades des immeubles à côté, enfin vous voyez, il y avait des gens partout, et quand j'ai vu, comme vous, les images par les drones de la télévision britannique, on voit que ça m'a fait penser, vous savez, à la célèbre phrase du général de Gaulle quand il défile, il descend les Champs-Élysées à la Libération août 44. C'est la mer. Il dit c'est la mer. C'est la mer. Eh ben, je vous assure, j'ai immédiatement pensé, en voyant ces images, je me suis dit là, c'est la mer. Quand il y a du monde comme ça, je pense que c'est au-delà de plusieurs centaines de milliers, voire 1 million. Mais peu importe, vous avez raison. Alors qu'est-ce que ça traduit? Deuxième chose. Oui. Moi, je vais vous dire, j'ai entendu, vous savez que mon anglais n'est pas brillant, mais quand même, je sais reconnaître des slogans quand ils sont répétés, même en anglais. Il y a eu 2 slogans répétés sans cesse et qui vont vous donner la température de cette immense manifestation. Le premier, c'est « Send them back ». Ça veut dire renvoyez-les. C'est pas remigration, quoi. Exactement, enfin, c'est ça. remigration. Ouais. Send them back, oui, envoyez-les. Renvoyez-les. Et le second slogan, c'était « We want our country back ». Ce qui veut dire, évidemment, nous voulons retrouver notre pays.
Voilà, c'était les deux slogans qui Voilà, dominaient, je vous assure, on les a entendus en boucle. Comme j'ai attendu longtemps avant de parler, parce que c'était une énorme manifestation, il y avait entrecoupé de musique, vous voyez, ça m'a fait penser, et c'est très bien que notre camp fasse la même chose, au grand concert de SOS Racisme dans les années 80, avec des vedettes, etc., qui amènent du monde, et c'est très bien comme ça, parce que ça donne un côté chaleureux et festif à une manifestation politique. Donc voilà pour vous situer l'esprit de cette manifestation. Maintenant, on me demande souvent, mais qu'y avait-il ? On me dit l'extrême droite. Ça m'amuse beaucoup quand j'entends ça, parce que j'ai pas vu une seule chemise brune, un seul uniforme de SS. Vraiment, on a vu des drapeaux un peu ils se sont bien cachés. Franchement, j'ai vu des drapeaux anglais. J'ai vu un drapeau israélien et j'ai vu le peuple anglais. Vous parliez du peuple anglais de Churchill. Voilà, j'ai vu le peuple anglais qui soutenait Churchill en 40 contre les élites. Le peuple des bières, le peuple du football. Exactement. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce peuple-là, j'étais allé à Londres il y a un an auparavant, mais je ne l'avais quasiment plus vu à Londres. C'est-à-dire qu'on ne voyait que des femmes voilées, que des hommes en camis. C'est impressionnant, Londres. Vous exagérez pas un peu? Ah non, je vous assure, vraiment. À part dans quelques quartiers chics, où il y a encore des Anglais, habillés à l'occidental, etc. Ça existe, je dis pas le contraire. Mais il y a d'innombrables quartiers où je me suis rendu. Je m'étais même fait filmer à l'époque par mon jeune caméraman. Et vous verriez, il y a effectivement des enfants de 6-7 ans avec un voile intégral. C'est-à-dire comme en Afghanistan. Il y a d'innombrables quartiers aujourd'hui à Londres qui sont l'Afghanistan. Donc pour vous, je vous assure que je n'ai pas inventé. Et pour vous, on parlait des pubs pour rigoler, mais vous avez raison. Dans le quartier où j'étais, je crois que c'était Whitechapel, on m'a montré le dernier pub anglais. Le dernier. Le dernier. Et on m'a dit voilà. C'est le dernier qui reste dans ce quartier. À Whitechapel, en plein cœur de Londres. Ouais, c'est extra. Alors justement, par rapport à ça, Éric Zemmour, je voudrais savoir ce qu'on a senti, donc la réaction que vous dites, les slogans que vous dites, c'était de dire oui, nous aussi on est là, quoi. On est là, on est de retour. C'est plus que ça. C'est on est là. On veut rester majoritaire dans notre pays et on veut les renvoyer parce que manifestement on ne peut pas vivre avec eux. Trop de violence, trop de tout simplement de différences culturelles. Manifestement, ces gens-là ne veulent pas s'assimiler à la culture anglaise ou à la culture française, c'est la même chose. Et donc, les peuples d'origine, de souche, comme on dit, disent, eh ben alors dans ce cas-là, qu'ils rentrent chez eux. On n'en veut pas, s'ils ne veulent pas vivre comme nous. Je crois que c'est la question fondamentale, qui est avec une intensité hors du commun, parce que l'évolution, c'est que le peuple anglais va devenir minoritaire sur son sol. Bien sûr. Vous savez qu'ils ont le droit, eux, aux statistiques ethniques, et donc on en voit régulièrement. On sait déjà qu'à Londres, même, les Blancs anglais sont en minorité. Donc vous me demandiez si j'exagérais pas, les chiffres vous répondent. Et deuxièmement, des chercheurs de l'équivalent de l'INSEE britannique ont déterminé qu'à partir, je crois, de 2040 ou 2045, dans toute l'Angleterre, je dis bien dans toute l'Angleterre, les Blancs seront minoritaires en Angleterre. Donc, si vous voulez, s'il est minuit moins une, et ce peuple anglais que je voyais là enfin, en tout cas, réagissez. Se réveille enfin. Alors justement, je voudrais que vous écoutiez. Il y a eu hier, il y avait une discussion sur LCI, un débat comme d'habitude. Je crois qu'avec Darius Rochemin ou Aniva, je ne sais pas. Moi, j'étais avec Darius Rochemin, mais je n'étais pas à toutes les émissions d'LCI. Alors, il y avait un journaliste, Gallagher Fenwick, pour ne pas le nommer. Écoutez ce qu'il disait par rapport à cette manifestation. C'est intéressant. C'est un succès absolument colossal pour Tommy Robinson. Jamais il a pu sortir autant de monde dans les rues. Alors, il continue, il va encore continuer à parler, mais je voulais un peu réduire, parce que le temps, sinon c'était 5 minutes. Il dit que oui, mais attention, savoir que Tommy Robinson,
toujours en tout cas selon ce journaliste, il est repris de justice, islamophobe, raciste, populiste, tout mot que vous connaissez bien, etc. Et c'est vraiment, c'est un type en tout cas qui vraiment magouille, etc. Enfin, c'était très marécageux. Et voici ce qu'ajoute le journaliste de LCI. Et ensuite, vous avez des facteurs, j'allais dire, qui sont internationaux. D'où la présence d'Éric Zemmour, de Steve Bannon. C'est l'illustration de ces thématiques qui sont très très chères aux nationaux-populistes, aux identitaristes, aux racistes, qui se retrouvent dans, et Tommy Robinson l'exposait très bien, c'est terminer la censure. On peut dire maintenant ce qu'on veut sur les musulmans, sur l'islam, sur les immigrés, mais regardez les drapeaux anglais, pas britanniques, regardez le phénotype des gens qui sont dans la rue, et imaginez quand vous êtes britannique, que vous êtes là depuis 3 générations, que vous êtes pakistanais, ou indien, oui, bien sûr, ou arabe, aujourd'hui, c'était pas une belle journée. Voilà, c'est-à-dire que c'est en fait, ils transforment ça en une espèce de manifestation contre les Pakistanais, les Arabes et compagnie. Je vais vous dire, je vais vous répondre, parce que c'est intéressant, c'est dommage qu'il m'ait pas confronté à ce monsieur. J'aurais aimé lui répondre. D'abord, oui, on peut parler d'international, et j'assume, tout simplement comme il y a eu une internationale socialiste à la fin du 19e siècle. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Vous savez, l'internationale socialiste n'a pas empêché les Français et les Allemands de se faire la guerre en 1914, et ce pauvre Jaurès y a laissé la vie. Donc, on sait ça existe. Pourquoi ça serait le privilège de la gauche ? Oui, il y a un grand mouvement occidental de tous les peuples d'Occident qui, comme je le dis depuis des années, ne veulent pas mourir. Ça, c'est un fait, et j'assume, et je pense même que c'est notre chance historique. Parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Europe et de l'Occident un mouvement qui soit né sur une partie du continent et avec les États-Unis, qui ne se répandent pas. Attendez. Oui. Et deuxièmement, c'est très important que ça prenne une ampleur énorme aux États-Unis et en Angleterre. États-Unis avec l'élection de Trump, l'Angleterre avec cette immense manifestation. Vous avez vu que même nos adversaires... Avec Elon Musk qui était là aussi. Elon Musk était là aussi, enfin qui était en visio. Oui. C'est très important que ça parte des États-Unis et de l'Angleterre, parce que historiquement, depuis à peu près 3-4 siècles, depuis les révolutions du XVIIe siècle en Angleterre et les grands mouvements d'émigration vers les États-Unis, tous les mouvements révolutionnaires sont partis des États-Unis et de l'Angleterre et sont arrivés en France et ont vaincu. Donc, j'y trouve une source d'optimisme et d'espoir. Mais quand on les traite comme ça de racistes, de populisme... Mais justement, je vais continuer. Allez-y. Je me souviens d'avoir lu un texte absolument magnifique de Lévi-Strauss, qu'on peut difficilement traiter de raciste, puisque c'est lui qui a écrit le texte majeur de l'UNESCO après la guerre, Race et Histoire, qu'on faisait lire jadis, je ne sais pas si on le fait lire encore, à tous les jeunes à l'école. Donc c'est celui que le monde entier est venu chercher pour donner une légitimité intellectuelle à l'antiracisme et la haine du racisme après la Seconde Guerre mondiale et le Hitler, etc. Qu'est-ce que disait Lévi-Strauss ? Il disait... Vouloir défendre sa culture, son identité, ce n'est pas être raciste. C'est même le contraire, puisqu'on renforce la diversité du monde. Ces gens-là ont la diversité à la bouche en permanence, et ils interdisent au peuple européen de culture gréco-romaine et chrétienne de défendre leur propre culture. Mais je suis désolé, moi je n'empêche pas les Indiens ou les Arabes ou les Pakistanais d'être Indiens, Arabes et Pakistanais chez eux. Je ne les empêche absolument pas. Ce que je refuse, c'est que ces gens-là sont dans nos pays et refusent de s'assimiler, c'est-à-dire de prendre les mœurs de nos peuples. Ça, oui, je le refuse, parce que ça s'appelle, mon cher André, non pas une immigration, non pas une intégration, mais une colonisation. Quand des gens viennent sur un territoire et maintiennent leurs mœurs et les imposent
aux autochtones, ça s'appelle une colonisation. C'est ce qu'ont fait les Français en Algérie et c'est ce qu'ont fait les Anglais aux Indes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je dois dire que ce qui m'a étonné, c'est que dans ce mot de disant il y a des gens qui sont très tristes, mais pas un mot sur les dizaines de milliers de jeunes Anglaises de 10 à 14 ans, les fameux grooming gangs qui ont été tabassés, esclaves sexuels, torturés, etc. par des gangs de Pakistanais. Pas un mot. On n'en parle pas de ça. Mon cher André, vous avez tout à fait raison. C'est ça le sujet de fond. C'est que cette immigration, cette immigration, non seulement refuse de s'assimiler, non seulement toute une partie ne travaille pas et vit d'aide sociale. Il y a une partie qui travaille, il ne faut pas être malhonnête. Non, mais je ne dirai jamais le contraire. Mais il y a toute une partie qui ne travaille pas et elle est de plus en plus nombreuse. Et elle vit d'allocations sociales du peuple autochtone. Et surtout, il y a une violence endémique propre à ces peuples colonisateurs et ces civilisations contre les peuples autochtones. On le voit en France avec les innombrables attentats et crimes au cri d'Allah Akbar, et on l'a vu en Angleterre, vous avez tout à fait raison, avec ces comment on appelle ça, grooming gangs. Ouais, les grooming gangs. C'est-à-dire que je ne sais pas si vos auditeurs connaissent, mais c'est une horreur. C'est une horreur depuis 25 ans. Absolument. Et qui ont violé des centaines, je crois, de gamines qui avaient, je crois, 11, 12, 13 ans, uniquement parce qu'elles étaient blanches. Il faut l'expliquer aux gens. Et c'est ça qui a à l'origine de la colère du peuple anglais. Je ne sais pas s'il y a une colère plus légitime que ça. Et donc, comme vous dites, ce n'est pas seulement en Angleterre. On a vu, il va tout mélanger et tout généraliser, mais enfin, on a vu le meurtre de cette pauvre Ukrainienne de 23 ans, qui avait quitté l'Ukraine parce qu'elle n'en pouvait plus et se réfugier en Amérique, et c'est en Amérique qu'elle se fait égorger. On a vu aussi ce Syrien, cet Assyrien, vous savez, handicapé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, qui a été aussi égorgé en France. Donc, cette Ukrainienne est un cas intéressant parce que vous dites il ne faut pas tout mélanger, mais en fait c'est le même sujet. Son assassin qu'on a vu sur les images, qui était comme on dit aux États-Unis, un Afro-américain, racisé. Un racisé, on dit ça en France, mais aux États-Unis c'est un Afro-américain, a dit lui-même j'ai tué cette blanche. Ça peut pas être plus clair. Il aurait dit, paraît-il, après, c'était pour venger l'esclavage. On est exactement dans une logique de revanche historique qu'avait prévu d'ailleurs Frantz Fanon. Vous savez, Frantz Fanon, pour nos jeunes auditeurs, nous et moi on connaît parce que il était très connu dans les années 60 et après sa mort, c'était le grand allié du FLN algérien, l'ami de Jean-Paul Sartre, qui lui avait écrit une préface célèbre dans laquelle il dit qu'il faut tuer les pieds noirs. Attendez, Sartre, c'est très important parce que Sartre disait tuer un Européen, c'est faire deux personnes libres. Le colonisateur est tué et l'autre est libéré. Voilà. Je vois que nous avons les mêmes sources. Et ce monsieur Frantz Fanon, donc, disait le colonisé a une soif de revanche et est un colonisateur qui veut prendre sa revanche sur le colonisé. Donc, c'est évident que nous vivons ce moment-là. Dans cette violence qui est appelée par la gauche fait divers. Même le président de la République dit qu'on ne va pas brunch-washer, c'est ça ? Oui, brainwasher sur des faits divers. Lavage de cerveau. Ouais. Voilà, mais justement, il faut brainwasher sur des faits divers quand ils sont massifs et quand ils révèlent quelque chose. On a fait ça, d'ailleurs, pendant des siècles. Non, bien sûr. La religion disait c'est le péché originel. Au 19e siècle, on a dit c'est la pauvreté. Puis on a dit d'autres choses. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, c'est en vérité des meurtres qui sont le fait de milices coloniales contre le peuple autochtone. Mais alors, si j'ai bien compris, Éric Zemmour, on va vers des lendemains, je ne dirais pas qui déchantent, mais qui s'affrontent. Parce que je ne vois pas, si vous dites c'est international, effectivement, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe dans certains pays de l'Europe de l'Est, on voit ce qui se passe un peu partout, enfin, en France, je ne sais pas ce qui va se passer, on ne va pas prédire l'avenir, mais il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de, ça suffit comme ça, on veut être chez nous, on ne sait plus où on habite.
Donc ça va aller vers quelque chose d'assez... Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que moi, je me bats, et c'est pour ça que je suis rentré dans la politique active, électorale, puisque j'ai l'impression d'avoir toujours défendu mes idées et toujours fait de la politique, mais là je suis rentré dans la politique électorale, avec un parti politique, etc. C'est pas pour rien, c'est parce que je veux éviter ça à mon pays, et que la seule façon d'éviter cet affrontement, cette libanisation, comme je l'ai dit pendant toute la campagne présidentielle, c'est justement de porter au pouvoir nos idées et donc de voter pour Reconquête et les candidats Reconquête partout. Et surtout à l'élection présidentielle, mais dans toutes les élections. Je crois que c'est la seule solution. Nous sommes les seuls à être dans ce mouvement international que nous avons décrit, c'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays de l'Est, dans les pays du Nord même, qui est un mouvement non pas simplement populiste et anti-élite, je crois qu'il y a eu une évolution. Et il n'est pas raciste, islamophobe, etc. Il n'est pas raciste. Vous savez, l'islamophobie est un terme qu'ont inventé les fréristes et autres. Oui, les fréristes et leurs alliés wokistes. Pour dire qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Mais dans un pays laïque comme la France, on a tout à fait le droit de critiquer l'islam. On a le droit de critiquer le judaïsme, on a le droit de critiquer le catholicisme, on a le droit de critiquer toute la religion, et certains ne s'en privent pas. Donc on a le droit de critiquer l'islam. Surtout que moi, je vais vous dire, je critique l'islam en France. C'est-à-dire que j'insiste pour que les musulmans, les Français de confession musulmane, changent l'esprit de leur religion, parce que j'estime qu'elle n'est pas adaptée aux valeurs françaises. Mais pour le reste du monde, je ne demande rien. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, je ne prétends pas au rôle historique de Luther de l'islam. Loin de là. Je veux simplement faire comme Napoléon a fait, comme Clermont-Tonnerre a fait, comme les révolutionnaires ont fait, c'est-à-dire adapter une religion étrangère c'est ce qu'a fait Clermont-Tonnerre pour les Juifs, d'ailleurs. Clermont-Tonnerre et Napoléon. Et Napoléon, oui, bien sûr. Vous savez, on cite toujours Clermont-Tonnerre, sa fameuse phrase « Rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu ». Il faut évidemment répéter ça à tous, c'est-à-dire rien aux musulmans en tant que nation et tout en tant qu'individu. Et il ajoute, dans la phrase suivante, qu'on ne cite jamais, il dit « On nous dit que les Juifs ne veulent pas être citoyens ». Sous-entendu qu'ils veulent garder leur régime particulier, leur bon. Et ajoute Clermont-Tonnerre, dans ce cas-là, qu'on les bannisse. Oui, c'est intéressant. Donc, si vous voulez, ça c'est la Révolution française. La gauche ne peut pas démentir la Révolution française. Donc, effectivement, parce que tout simplement, mais c'est logique, il ajoute, il ne peut pas y avoir de nation dans la nation. C'est ça. Il a tout à fait raison. Il y a une nation, il n'y en a pas deux sur le même sol. Ouais. Et notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons deux nations sur le même sol, et que cette nation étrangère et islamique a des alliés au sein de la population française qui sont évidemment représentés par LFI, le parti Jean-Luc Mélenchon, qui est devenu qui retrouve les habits d'une vieille tradition française que sont le parti de l'étranger. Vous savez, il y a toujours eu ça dans l'histoire de France. Il y a toujours un parti de l'étranger, que ça soit l'évêque Cochon, etc. Oui, mais vous êtes dépassé. Il y a une nouvelle France, la France créolisée, comme il dit. Hein. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Jean-Luc Mélenchon assume. Je crois que, d'ailleurs, je pense que le conflit du XXIe siècle sera entre Reconquête et LFI. Je pense que ce sont les deux seuls partis. Oui, je pense sincèrement. Je pense que ce sont les deux seuls partis qui ont compris la teneur du clivage d'aujourd'hui, qui est un clivage, on en a parlé au début de votre émission, identitaire, et entre eux, simplement, les Français qui veulent rester français et qui veulent rester en France, et ceux qui veulent aider à l'émergence de ce qu'ils appellent eux-mêmes, ce n'est pas moi, une nouvelle France, un nouveau peuple. Jean-Luc Mélenchon parle de nouvelle France, et qu'il compare aux tiers-États, qu'il compare, etc. Et donc, un nouveau peuple, il le dit lui-même, il faut donner les clés du pays à la jeunesse africaine. Il l'a dit comme ça. Et il a ajouté dans un autre discours que les Français qui se disent de souche, sont un danger pour la paix publique. Alors juste une dernière chose, une dernière question, Éric Zemmour, on pourra en parler. Et effectivement, tout ça est à creuser, et en tout cas on l'a fait en partie. Juste un mot, vous dites c'est entre Reconquête et LFI. Mais
le vrai problème, c'est est-ce que le peuple, enfin une bonne partie du peuple, vous parlez d'électoralisme, hein, c'est la majorité, hein, faut être 50 plus 1%, eh ben, est-ce que ça suffit, votre parti ou le parti LFI? Je ne crois pas. Il faut que vous vous rassembliez bien au-delà. Mais bien sûr, quand je dis ça sera l'affrontement entre LFI et Reconquête, je veux dire que ce sont les deux seuls partis qui ont compris le clivage du présent et de l'avenir. Les autres s'accrochent, du RN au Parti Socialiste et à d'autres, à un clivage social qui a eu son heure de gloire entre 1848 et les années 70 du XXe siècle, mais qui est dépassé. Ça ne veut pas dire que les questions sociales sont dépassées, mais le clivage n'est plus le clivage fondateur. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Après, évidemment qu'il faudra s'agréger à d'autres partis, mais ce que je veux dire, c'est que je considère que ces deux partis-là sont l'avenir de la vie politique française, et que leur affrontement est porteur de l'avenir de la vie politique française. Évidemment, il faudra s'agréger à d'autres partis. Merci Éric Zemmour. Merci à vous. Voilà, Londres, ça apporte des choses, Londres. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Retour en France avec une autre forme de militantisme un peu moins spectaculaire, je vous l'accorde. C'était à l'antenne de France Inter vendredi dernier. Le comédien François Morel s'est senti pousser des ailes dans une chronique qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le site de la radio. Il vous suffit de taper FDP dans la barre de recherche. Écoutez. FDP, ça veut dire quoi, FDP? Voyons. Fils de pute. Bonjour. Enchanté, je m'appelle Ali. Non, fils de pute n'est pas une insulte que j'utilise dans la vie courante. Au moins pour deux raisons. D'abord parce que le fait d'être l'enfant d'une personne ne vous rend pas responsable de la personne dont vous êtes l'enfant. D'autre part parce que la condition de travailleuse du sexe n'implique pas que vous soyez indigne du respect que peut réclamer n'importe quelle personne humaine exerçant ses activités avec cœur et honnêteté. Enculé est également une injure que généralement je me refuse d'employer, car le fait d'être adepte passif de la sodomie n'implique pas à mes yeux que l'on soit une personne infâme. Et j'avoue que ce sont cependant ces deux invectives communément considérées comme outrageantes qui me sont naturellement venues à l'esprit quand la semaine dernière j'ai appris l'épisode de la vidéo volée où l'on voit Thomas Legrand et Patrick Cohen discuter avec deux responsables du PS. Alors c'est intéressant quand même François Morel, hein. On aime beaucoup François Morel, c'est des chiens, il a fait des poèmes, il a fait des chansons, et voilà-t-il pas qu'il traite les journalistes de l'incorrect et autres de fils de pute et d'enculés, pardon, mais ça a été dit sur les ondes du service public, donc je pense qu'on peut les redire sans se faire étriller par qui que ce soit. Mais il y a un problème quand même, c'est drôle pour tous ces gens, et dont François Morel, adepte de la liberté d'expression. Tout le monde l'a dit, et Patrick Cohen le premier, que ce n'est pas une vidéo volée. Toute personne qui peut avoir des informations d'une manière ou d'une autre, et d'ailleurs je ne vais pas citer Élise Lucet du service public et toutes ces émissions que Patrick Cohen lui-même disait mais le journalisme doit aussi peut être déguisé, se présenter déguisé pour connaître la vérité. Donc vidéo volée, faux. Deuxièmement, quand même, les conversations sont passées. C'était pas seulement deux journalistes qui discutaient avec deux hiérarques du Parti Socialiste. C'était vraiment, on s'occupe des municipales, on s'occupe de Rachida Dati et on s'occupe de Glucksmann. Alors moi, je veux bien, mais qu'on n'ait pas le droit, parce que on dit cela et parce que l'on montre et parce que l'on le démontre en toute, effectivement, excusez-moi, en toute déontologie journalistique, oui, c'est de la déontologie, qu'on se fait traiter de fils de pute et d'enculé, et sans qu'il y ait une haute autorité quelconque réagisse. C'est amusant, hein. Écoutez, attention, quand il dit, vous savez, ça se retourne, c'est de... On peut traiter, oui, c'est tellement facile, c'est tellement rien, mais ça rapporte, ça peut rapporter gros, apparemment. Alors, oui, fils de pute, moi je m'appelle André, et François s'appelle François. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit un économiste qui m'a un jour envoyé une remarquable étude sur Maurice Allais. On va pas rappeler Maurice Allais, prix Nobel d'économie. Sébastien Chevet, pourquoi je dis François? Sébastien Chevet. Alors, vous êtes économiste, vous êtes professeur, et j'aurais voulu, avant qu'on commence à parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à dire sur
une nouvelle dégradation de la note de la France sur l'agence Fitch. Ou vous vouliez commencer par autre chose, dites-moi. Non, on peut commencer par la dégradation. De toute façon, la dégradation de la note de la France, elle est normale. Ah bon? Pourquoi elle est normale? Dites-nous tout. Parce que nous sommes plus en capacité de produire. Nous avons des dettes colossales qui ne cessent de venir nous pénaliser sur notre capacité à emprunter. Ouais. Donc la conséquence, ça va être des taux qui vont augmenter. Et à terme, sachant que le remboursement ne comprend que la charge de l'intérêt, évidemment... La charge de la dette, oui. La charge de la dette. Alors, juste un mot, Sébastien Chevet. C'est intéressant, je crois que c'est Asselineau qui le rappelait. Entre 2010 et 2012, la France avait AAA, la meilleure note possible. Oui. 2013, juillet, baisse à AA+. Décembre 2014, nouvelle baisse à AA. 2015-2022, stabilité à AA. Et 2023 avril, dégradation à A-, et 2024 2025, on reste à A- avec perspective négative, on est passé par A. Alors vous dites, oui, c'est normal que... Mais parce que la France ne crée plus, n'a plus d'outils industriels, donc ne crée plus de valeur ajoutée. Faut bien comprendre qu'une entreprise, c'est une source d'énergie qui va être transformée. Donc qui va créer in fine un produit qui après sera vendu, exporté ou restera sur le marché national. La France telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas dans cette position-là. Cette définition-là, c'est des pays que l'on trouve à l'est du globe, c'est-à-dire... Mais alors, Sébastien Chevet, qu'est-ce que ça entraîne? Parce que les gens entendent, oui, à l'agence de notation, il y a Fitch, il y a toutes les autres. Qu'est-ce que ça entraîne, en fait, cette dégradation de la note de la France vis-à-vis des investisseurs? Qu'est-ce que ça entraîne concrètement? Ah ben les investisseurs vont vouloir nous prêter, mais le taux sera beaucoup plus élevé et après on vendra les bijoux de famille. On les a déjà vendus en partie. Enfin, les châteaux de la Loire, on peut imaginer beaucoup de choses. Ah, donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on ne crée plus de valeur ajoutée. Que la Start Nation en 2017, qui était l'alpha et l'oméga de l'économie, c'est une vulgaire, pas escroquerie, mais leurre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui permet d'asseoir une nation sur ses capacités économiques, c'est son potentiel industriel. Et aujourd'hui, notre potentiel industriel, il a été démantelé. J'en veux pour preuve l'affaire Alstom. Et pas que. Et Silor, sous la mandature Hollande. Donc, quand on n'a plus ces outils-là qui nous permettent d'avoir une indépendance dans le concert des nations, on est obligé d'être pieds et mains liés à nos créanciers. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais dites-moi, justement, alors, nos créanciers, qui sont nos créanciers? Est-ce qu'on le sait? Apparemment, c'est le secret le mieux gardé. Alors là, à l'inverse du Japon, dont la dette est détenue par les Japonais, nous, nos dettes sont détenues essentiellement par des fonds américains. En tout cas, à 54%. À 54%, voilà. Donc ça veut dire fonds de pension, etc. Fonds de pension, grand cabinet d'assurance, enfin... Bon, donc ça veut dire que notre dette, notre refinancement, on ne peut l'avoir qu'avec des forces venant de l'étranger. Donc ça vient agréger encore un peu plus notre dépendance vis-à-vis d'eux. Ouais. Et ça, c'est préjudiciable pour relancer une activité économique. D'ailleurs, aujourd'hui, quels sont les grands plans industriels au niveau national? Il n'y en a plus. Oui, mais alors, on va aller comme ça, hein, c'est une chute inéluctable, enfin c'est un espèce de toboggan presque, Sébastien Chevet. Disons qu'aujourd'hui, si on prend... d'abord, il faut relancer l'outil. Pour relancer l'outil, il faut tirer des conclusions. Faire un peu comme... Deng Xiaoping en son temps, en 78. Il avait considéré que le modèle soviétique n'était plus opérant et il a décidé de faire le pari, janvier 79, vers l'économie de marché, c'est-à-dire vers un retour... Oui, mais la France, on est dans l'économie de marché, nous. Hein. Mais on n'est pas réellement dans une économie de marché, comme le disait Maurice Allais. On est dans un capitalisme de connivence. La libre entreprise, on voit très bien que ce n'est plus véritablement possible, parce qu'on a décidé d'avoir une sécurité sur la confrontation. L'Europe impose des normes, c'est-à-dire la confrontation
contrainte, tandis que vous avez d'autres plateformes. Donc on a parlé de Shanghai, l'organisation de Shanghai, qui au départ, je rappelle, était pour des raisons de sécurité liées à l'eau. Et les BRICS, qui ont été créés après la crise financière de 2008, on voit bien, d'ailleurs il y a des synergies entre les deux, et on voit bien que là, c'est pas sur la confrontation, c'est sur la coopération pour développer des outils industriels. Avec qui, alors? Avec l'Europe. On voit bien que les normes Mais nous sommes dans l'Europe, en principe, c'est notre nation, nous nageons dans l'harmonie, non? Non, c'est pas du tout ça. Je suis ironique là. Oui, j'entends bien, mais on fait semblant de croire que le couple franco-allemand, que les coalitions se mettent en place, mais en fin de compte, non. Chacun joue sa partition. On l'a bien vu récemment avec Trump et les accords douaniers. Oui. Il fallait. Et d'ailleurs, Trump au départ avait dit on va faire des accords bilatéraux, chaque pays. On s'est insurgé de dire c'est l'Europe qui va négocier, on a vu le résultat. Un résultat qui nous est défavorable. L'Europe s'est couchée. L'Europe s'est couchée et la France... L'Europe n'a rien dit. On en parle juste après cette petite pause, Sébastien Chevet. C'est vrai, parce que où on va avec ça? Et c'est ça le problème. Juste une petite pause et on se retrouve avec l'économiste Sébastien Chevet. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes avec l'économiste Sébastien Chevet, qui, je dois dire, a écrit, je le répète, une note formidable sur Maurice Allais. On ne parle pas assez de Maurice Allais, mais là, on va reparler avec lui dans une émission prochaine. Mais là, justement, on parlait quand même de la France, on parlait de la dette, on parlait de la dégradation de la note de Fichte. Et justement, alors... En fait, je posais très brutal. Vous, Sébastien Chevet, en tant que citoyen, vous dites qu'il faut sortir de l'Europe? Exactement. Il faut sortir. Pour redonner des marges d'action, une indépendance et un projet pour la France, actuellement, on est contraint... C'est pas possible, actuellement. Actuellement, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que on est dans une Union européenne qui nous donne l'espérance... d'une sécurité qui n'en est pas une, parce que c'est une sécurité liée à la confrontation, non pas à la coopération. Je l'oppose toujours avec la plateforme BRICS, et ça c'est très intéressant. Eux, ils sont dans la coopération, nous on est dans la confrontation et la soumission entre pays d'Europe, vous voulez dire, même. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc vous dites, à titre d'exemple, le pôle énergétique français par rapport au pôle énergétique allemand. Le pôle énergétique allemand, ils l'ont laissé tomber, donc ils ont abandonné les usines nucléaires. Ils ont vu que la France, ça fonctionnait bien. Ils ont voulu, évidemment, saccager, saboter, détruire ce qui avait été construit en son temps, fin des années 50, début des années 60. On l'a vu avec toute l'histoire des éoliennes, de l'énergie, de l'électricité, oui, mais etc. Ça, c'est pas une alternative, c'est une contrainte. C'est triste à dire, c'est d'abord qui coûte très cher, c'est une contrainte. La notion d'écologie dans tout ça, il n'y en a pas, parce qu'après on va construire des cimetières éoliennes pour les enfouir. Donc je pense pas que ça soit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort. On sort de l'Europe, on retrouve des manettes politiques, parce que le politique supplante l'économique. Ça, Deng Xiaoping l'avait très bien compris. Ça devrait, ça devrait, ouais. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. On voit tous les lobbies et les acteurs qui utilisent leur pouvoir pour exercer des pressions insupportables. Et après, on relance pas à pas des projets industriels qui véritablement vont créer de la valeur ajoutée. Et pour réaliser ça, il faut se rabibocher, si je puis me permettre ainsi, avec les fournisseurs d'énergie. Et de par le monde, il y en a pas des milliers. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de recréer. Vous dites, juste un mot, Sébastien Chevet, pour être précis, il faut se rabibocher avec les Russes, par exemple. Exactement. Il faut se rabibocher malgré géographiquement, l'Ukraine, etc. De Gaulle l'avait dit. Géographiquement, la Russie n'est pas dissociée du continent européen. Oui, certes. Et quand la France, si on regarde l'histoire, quand la France avait de bonnes relations avec la Russie, elle allait bien. Quand la France a de mauvaises relations avec la Russie, sa situation sociale et économique et industrielle se porte moins bien.
Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique. Et nous avons des liens étroits et lointains avec la Russie. Donc, pourquoi pour des raisons idéologiques, Ah mais attendez, aujourd'hui on va envoyer des soldats français en Ukraine, par exemple. Et pour des points historiques qui ne nous concernent pas directement. Donc et d'ailleurs il y a un paradoxe, c'est-à-dire que on a une Europe qui veut détruire la nation et on essaye de protéger péniblement un pays, l'Ukraine, qui en son sein est ultra nationaliste. Donc là, il y a quand même il y a une légère contradiction. Il y a une légère contradiction, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à partir de là, parce qu'une entreprise, c'est de l'énergie que vous allez transformer pour fabriquer n'importe quoi, des turbines, des voitures, des tricycles, n'importe quoi. Et si cette énergie est chère, parce que les Américains actuellement et le Qatar nous la vendent à un prix bien plus élevé que la Russie. Et l'Inde et tout ça. L'Inde qui prend plus au téléphone, Monsieur Trump, j'ai cru comprendre. Donc ça veut dire que nous sommes les grands perdants, les grands naïfs, au départ les naïfs, et les perdants, in fine, de cette nouvelle mondialisation. Qui ne sera pas unipolaire, qui sera multipolaire, et qui aura pour conséquence de multiplier à l'infini les accords bilatéraux. Et vous êtes pour les accords bilatéraux? Bien sûr. Parce que c'est le seul élément tangible qui permet de relancer une activité économique. Un pays qui travaille avec un pays, qui fait des accords. Et d'ailleurs, nous avons un petit exemple au sein de l'Europe, c'est un petit pays, le Portugal et l'Espagne, qui est un peu plus gros, qui a refusé au sein de l'Union européenne l'accord énergétique, qui est une folie. Tout à fait. Et que nous sommes restés dedans avec un zèle tout à fait remarquable. Proclio l'a dénoncé. Enfin des gens qui sont... le Floch Prigent, qui nous a quittés, également, avait dénoncé cette fuite en avant. En fait, il faut retrouver la mainmise du politique sur l'économie. C'est ça que vous dites, Sébastien Chevènement. Et d'ailleurs, quand on regarde les deux grands capitalismes financiers qui se font la guerre au niveau mondial, vous en avez un qui est d'orientation anglo-saxonne, qui repose, qui s'articule autour de Paris et d'effets de levier sur des durées très courtes, et vous avez un autre, le modèle chinois, et aussi russe, qui s'articule sur du politique, qui dirige l'industriel et l'économique sur des durées très longues, au service de quoi et de qui ? De l'indépendance du pays et de sa population. Mais d'ailleurs, très paradoxal, c'est ce que fait aujourd'hui Trump. Au pays du capitalisme, Trump a repris la mainmise du politique sur l'économie. Parce que Trump a compris que le démocrate, ça allait dans le mur, à tous les niveaux, parce que ça a été la disparition de l'outil industriel aux États-Unis, pour le grand bénéfice d'une minorité, c'est-à-dire Wall Street, et tous les fonds de pension qui s'agrègent, parce que ces gens-là détestent l'outil industriel, détestent la population et son bien-être. Ce qui les intéresse, c'est un certain profit. C'est leur fortune. Voilà. Et on le voit en France. D'ailleurs, plus personne ne parle de Start Nation. De Startup Nation. Non, c'est pas ce mot. C'est un mot. En 2017, c'était le mot phare. Non. Et aujourd'hui, ce n'est pas. Oui. Aujourd'hui, c'est Slow Down Nation plutôt. Startup, plutôt. Voilà. Donc, on voit bien qu'il faut repartir sur une nation qui devient maîtresse de son avenir, qui est acteur de ses développements, de ses choix industriels, de ses choix politiques, de ses choix économiques et sociaux. Et puis après, la dette, écoutez, elle se résorbera, parce qu'en face, on créera des richesses qui nous permettront. Elle se résorbera si on crée des richesses. Bien sûr, aujourd'hui, on ne crée rien. Pas. Les 2 premiers trimestres, on a 0. La Russie, même si elle a une croissance qui diminue, premier trimestre 2025, c'était 1,5. Et encore, ça dépend parce que il y a 74 millions de travailleurs. Bon, ils ont un problème au niveau de la main-d'œuvre, mais ça, ils sont en train de s'organiser. Et eux, ils sont déjà dans l'après-Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont déjà anticipé sur le plan économique et industriel comment la Russie va se projeter pour être un grand leader de la zone est du globe. Et nous sommes à l'après ou à l'avant quoi alors ? Nous, en France ? Si on continue de la sorte, on va vers le chaos.
un chaos social, on peut tout imaginer. Voilà, et j'aimerais, écoutez, Sébastien Chevet, je vais vous dire, notre devise ne devrait jamais être, parce que nous étions au bord du gouffre, depuis on a fait un grand pas en avant. Ben voilà. C'est ça qu'il faut éviter absolument. Ben voilà, c'est ça. Il faut revenir à la raison, revenir à des choses qui servent le citoyen. Parce que le citoyen, quand on lui dit 2% de croissance... il ne sait pas ce que c'est. Il ne le sent pas. Il ne le sent pas. Merci beaucoup Sébastien Chevet. On continuera dans une autre émission cette conversation et ces éclaircissements sur Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face avec quelqu'un qui se trouve actuellement dans l'Utah, aux États-Unis. On est très heureux de la voir, elle est en direct. Bonjour Julie Lévesque. Bonjour André Berkov, vous allez bien? Bonjour, ça va bien. Et vous, merci d'ailleurs de vous être levé. Je rappelle qu'il est, je crois, 4h du matin, c'est ça? 5h du matin. 5h du matin. Merci Julie, vraiment de vous être levé. Nous apprécions. Et vous êtes depuis 3 ou 4 jours, vous êtes, je rappelle, journaliste indépendante québécoise, grande journaliste, très très bonne journaliste. On s'est rencontrés à plusieurs reprises déjà au Québec et j'espère à Paris bientôt. Et puis... votre blog, votre plateforme, c'est l'info. Comment ça s'appelle avec écrit L'_IN_FAUX, c'est ça? Ouais, tribunal de l'info. Voilà, le tribunal de l'info. Et je rappelle, pouvez vous brancher avec Julie Lévesque, tribunal de l'info, L'_IN_FAUX. Alors, Charlie Kirk, effectivement, assassiné, dans les circonstances que l'on sait, en pleine disputation, c'est-à-dire en plein dans ce qu'il faisait, qu'il excellait. Je dois dire, moi, je le suivais depuis des années sur les réseaux. C'est un type qui faisait un travail extraordinaire, il faut le dire, parce qu'il allait dans les campus partout en Amérique et ailleurs, parlait à des milliers d'étudiants, y compris des wokistes, y compris des gauchistes déchaînés, y compris tout le monde. Il avait ses convictions et il discutait à coups d'arguments et non pas à coups de couteau ou à coups de fusil. Et il a été, il a été tué on sait dans quelles conditions, et ça a fait une onde de choc d'ailleurs, il faut le dire, dans le monde entier. Julie Lévesque, où est-ce que on peut faire un peu par rapport à ce que vous avez vu depuis 3 jours, vous êtes là-bas, qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on peut déjà faire un état de ce qu'on sait, les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui? Écoutez, la communauté est sous le choc, ça c'est certain. J'ai parlé à des gens qui le suivaient, des fans, des gens qui n'étaient pas fans du tout, mais tout le monde est unanime. Ça n'aurait jamais dû se produire. Et surtout en Utah, ce que je savais pas, c'est que l'Utah, c'est un État qui a un taux de criminalité inférieur à la moyenne nationale. Ah oui. Les gens ici me disent que ils n'ont jamais vu ça, là. En Utah, ils étaient vraiment choqués de cet événement-là. Ouais. Et justement, alors vous êtes sur les lieux où il a été, enfin sur les lieux. Vous êtes dans la ville où il a été tué. Enfin, vous êtes. Et justement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Parce que on a parlé, vous savez, rappelez-vous, au départ c'était la berge espagnole du fantasme. Au départ, c'était évidemment un Trumpiste, homophobe, etc., etc. Et puis il s'est révélé. On dit aujourd'hui que c'est des gens proches du LGBT, des trans. Est-ce qu'on sait exactement, ou c'est encore des supputations et des hypothèses où chacun se renvoie la balle en fonction de son idéologie? Écoutez, je vais être très honnête avec vous. J'ai pas vraiment suivi les médias dans les derniers jours. J'ai été très occupée à couvrir sur le terrain, à faire des entrevues, à parler aux gens. Donc, j'ai regardé l'actualité du coin de l'œil, évidemment. Et juste avant de vous parler, il y avait justement à la télé, là, je suis à l'hôtel. En fait, je suis à peu près 200 mètres de l'université. Et puis, il y avait justement une entrevue à la télévision, un reportage sur le suspect qui s'appelle Tyler Robinson, oui, qui est un garçon qu'on dit de bonne famille et qui s'est radicalisé apparemment là, depuis quelques années. Oui. C'est ce qu'on dit. Et alors ça, là, c'est la version officielle. Oui, c'est ça. Avec, oui, mais avec.
Et qui vit avec un compagnon trans, enfin aussi, dit-on, encore une fois, on dit ça au conditionnel avec des pincettes, mais bon. Mais alors, ce que vous avez fait, alors racontez-moi votre travail, Julie Lévesque. Vous avez parlé aux gens, alors qu'est-ce que vous avez commencé à nous dire, mais qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que vous voyez en fait de cette Amérique-là? Qu'est-ce qu'elle est cette Amérique-là? Bon, évidemment, vous n'avez pas vu tout le monde, mais enfin en 2-3 jours, je suis sûr que vous avez eu le temps de voir beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2025, après ce choc-là, quelle est la température, je dirais, générale? Ben, écoutez, comme je vous disais, bon, les gens sont sous le choc, certainement, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que le portrait que l'on brosse dans les médias de l'Amérique en général est très négatif. Le portrait qu'on brosse des gens qu'on appelle MAGA est complètement, je vous dirais, je pèserai pas mes mots, là, déconnecté complètement de la réalité. Il semble que les médias ont créé vraiment un groupe de personnes, un bloc homogène qui n'existe pas. Parce que les personnes à qui j'ai parlé, il y a des gens qui étaient des fans de Charlie Kirk, qui n'étaient pas nécessairement pro-Trump. Des gens qui l'écoutaient, qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais qui appréciaient quand même son travail. C'était quelqu'un, je crois, qui était admiré justement pour le fait qu'il allait sur les campus, qui essayait de dialoguer. Les gens, ce que j'entends souvent, c'est que le pays est divisé, très polarisé. Et puis, la plupart des gens croient que cet événement-là aura pour conséquence une division encore plus grande. Par contre, les fans de Charlie Kirk, j'ai parlé à une jeune fille et sa mère. J'ai fait une entrevue vraiment, c'était très émouvant. La jeune fille avait vraiment de la difficulté à contenir ses émotions. Et puis, elle disait que elle, ça l'inspirait à justement avoir le courage de ses convictions et puis à s'exprimer encore plus. J'ai parlé à un jeune homme qui était là quand ça s'est produit. En fait, deux garçons qui étaient là quand ça s'est produit. Le premier, c'était à Salt Lake City. D'abord, la plupart des gens ne veulent pas s'exprimer à la caméra. C'est très difficile. Pourquoi? C'est très difficile. À votre avis? Pourquoi? Enfin. Ben, je vous dirais justement parce que il y a énormément de divisions. Les réseaux sociaux, on le sait, ils sont féroces. Si on dit quelque chose qui est le moindrement déplacé, ça risque de devenir viral. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a une espèce de chasse aux sorcières là. Les gens qui célèbrent, si on peut dire ça comme ça, la mort de Charlie Kirk. Les gens qui célèbrent actuellement en disant c'est formidable qu'il ait été tué, ils sont un peu poursuivis, quoi, en ce moment. Exactement. Mais vous avez senti, quand cette Amérique divisée, cette Amérique où effectivement on diabolise d'un côté Trump et les MAGA, vous l'avez senti dans ce que vous avez écouté en quelques jours, vous l'avez senti très divisé, effectivement, ou c'est plus compliqué que ça et plus complexe? Julie? Je vous dirais que les gens ici, l'atmosphère est très, très pacifique. Et ça ne concorde pas du tout avec l'image qu'on présente de l'Amérique dans les médias. Les gens ici sont très croyants. L'Utah, c'est un État. En fait, Salt Lake City, c'est la ville des Mormons. Exactement. Donc, les gens ici parlent de Dieu, de la foi, de la famille, du pays, de la liberté. Moi, je n'ai pas senti du tout de violence chez les gens. Les gens sont ultra pacifiques. Il y a personne qui a fait d'appel à la violence, d'appel à la vengeance. Vraiment, j'ai été très étonnée. Je me disais, je vais sûrement rencontrer une personne qui va me dire, ah ben oui, bien fait, bon débarras. Non. Aucunement. J'ai rencontré deux jeunes personnes qui se disaient, ils s'identifiaient comme des libéraux redneck. Ils disaient, nous, on s'identifie comme ça parce que on aime la nature et les armes à feu. Donc, et c'était très intéressant. Et il disait, c'est un jeune homme, une jeune femme. Le jeune homme disait, oui, je connaissais Charlie Kirk. Je n'étais pas un fan, mais quand même, j'appréciais le fait qu'il prônait le dialogue. La jeune femme, elle, ne le connaissait pas du tout. Elle l'a connu, à cause de la tragédie. Et puis, elle était du même avis. Elle disait, écoutez, j'ai écouté quelques clips de lui.
suis pas nécessairement d'accord avec ses positions, mais quand même, c'est quelqu'un qui aimait débattre, qui encourageait le dialogue, et c'est quelque chose qui manque dans le pays actuellement. Les gens ont de la difficulté à se parler. J'ai parlé d'ailleurs à un chauffeur de taxi qui me disait que son garçon était en France actuellement, et puis qui avait passé un peu de temps en Belgique et qui disait que c'était extrêmement difficile de discuter avec les gens en France, de discuter avec des gens qui n'étaient pas du même avis. Et c'est la même chose au Québec. C'est la même chose au Québec. C'est extrêmement difficile d'avoir des conversations avec des gens avec qui on a des désaccords. On est arrivé à un stade, c'est vrai, vous avez raison, Julie Lévesque, à un stade, on le voit bien en France, et je pense que vous dites au Québec, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faut que je vous élimine, ou en tout cas, je veux pas vous parler. Vous êtes du camp du mal. C'est vraiment, moi je suis le camp du bien, et vous êtes le camp du mal. Donc on se parle plus. C'est quand même hallucinant d'être arrivé à ça. Et je pense que oui, et je pense que des deux côtés, on voit, on perçoit l'autre camp comme étant ceux qui prônent la culture du bannissement, le cancel culture. Mais il y a de la culture de bannissement des deux côtés. Oui. On le voit, avec il y a un journaliste, un chroniqueur au Québec qui a perdu son emploi parce qu'il s'est réjoui en fait de la mort de Charlie Kirk. On peut être d'accord ou non avec le fait qu'il ait perdu son micro à cause de ça, mais ça démontre bien que les gens qui critiquent le fait que les médias bannissent certaines personnes sont les premiers à vouloir canceller les chroniqueurs leur propre, pour leurs propos. Tout à fait. Et donc, oui, c'est-à-dire que vous avez vu ce paradoxe, si je comprends bien, ce paradoxe entre une ville, là où vous êtes, enfin, c'est plutôt Tu es à Orem en ce moment. Pardon? Je suis à Orem. À Orem, ah oui, c'est ça, Orem. Ouais. Ouais. Et cette ville d'Orem où les gens sont plutôt à la fois croyants, à la fois pacifistes, en tout cas pacifiques, disons. Et puis ce qui s'est passé, ce drame, parce que ce qui est terrifiant quand même, c'est que Kirk, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, représentait quand même la volonté de dialoguer. Lui, il n'allait pas avec les armes à la main, il n'allait pas en se disant écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes un salaud et tout. Il dialoguait, encore une fois, il dialoguait pendant des heures, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté socratique et Montaigne et compagnie, on dialogue. Et il est comme par hasard assassiné dans un des endroits où il dialoguait. C'est assez terrible. Ce que j'ai entendu par rapport à ça, ce qu'il disait souvent et ce que les gens répètent beaucoup, c'est que il disait souvent lorsque la communication meurt, la violence naît. Oui, c'est ça. Et ça, j'ai entendu ça souvent. Et quand on ne se parle plus, c'est là où la violence arrive et la barbarie arrive. Exactement. Exactement. Et puis j'ai demandé aux gens ce qu'ils croyaient qu'il allait arriver, quelles seraient les conséquences de cette tragédie-là. Et j'ai eu deux réactions différentes. Oui. Je vous dirais que la plupart des jeunes à qui j'ai parlé, parce que c'est quelqu'un qui touchait vraiment les jeunes, et la jeune fille à qui je parlais hier disait que c'est un homme qui a réussi à toucher le cœur de sa génération. Il y a une dame qui racontait sur X également que Charlie Kirk, à son organisation Turning Point, lorsqu'il y avait des rassemblements, il allait voir chaque personne, leur serrer la main, leur poser des questions, qui es-tu, d'où viens-tu? Il voulait connaître les personnes. Donc, c'est quelqu'un qui était très chaleureux, qui était vu comme quelqu'un qui est complètement différent des politiciens, par exemple. Bien sûr. Et qui aimait les gens, qui aimait leur parler, qui aimait échanger, Oui, exactement. Il y a le fait aussi qu'il est un peu... Il pouvait être arrogant parfois, mais je veux dire, c'est un gars qui réussissait à rester très calme devant des gens qui lui criaient dessus. Donc qui ça, le c'est quand traitait même de fasciste, de nazi, etc. On a tous vu ça dans... Julie Lévesque, juste, on prend une petite pause et j'ai 2 ou 3 autres questions à vous poser. En tout cas, merci de tenir le coup à 5h du matin. J'apprécie. À tout de suite. Dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Julie Lévesque qui est dans l'État de l'Utah où a été assassiné Charlie Kirk. Et c'est assez terrifiant. Juste, Julie Lévesque, je voulais vous faire entendre, et nous avons des auditeurs d'ailleurs qui appellent,
Mais je voulais faire entendre, vous savez que le Parlement européen, il y a une partie des députés du Parlement européen voulait faire une minute de silence pour Charlie Kirk. Et ça a été refusé par d'autres députés, et notamment une députée européenne, Nathalie Loiseau, qui est Renew Europe, et qui disait ceci, qui disait « L'assassinat de Charlie Kirk est un crime odieux et Charlie Kirk est une victime. Je ne voudrais pas qu'on fasse de lui un héros ou une icône, alors qu'il avait vécu en France, il aurait été considéré comme un délinquant. » Oui, alors, ici on l'a traité, entre autres, islamophobe, raciste, homophobe, etc., etc. On l'a traité de tous les noms, alors que quand on l'a écouté un peu et un peu beaucoup, on peut pas dire ça. Et puis je voudrais vous faire écouter également, pour vous dire un peu ce qu'il y a eu, Julie Lévesque, en France en tout cas, Gilbert Collard, l'avocat, disait, alors, il y a une photo de Charlie Kirk avec sa femme et ses enfants, regardez cette vidéo, disait Gilbert Collard, et jugez les minables députés au Parlement européen qui ont refusé une minute de silence. Et un certain Ilan Gabet répond, pour vous dire un peu le niveau et l'intensité. Hitler aussi avec une femme, mais malheureusement, Gilbert Collard n'était pas encore né pour nous montrer des photos d'Eva Braun avec lui. Écoutez, no comment sur le niveau. Et puis, je voudrais entendre une autre députée européenne, décidément, c'est intéressant, ce Parlement européen, Valérie Hayer, qui s'était d'ailleurs présentée. Et voilà ce qu'elle disait. Écoutez. Ce qui s'est passé, l'assassinat de Charlie Kirk est un drame absolu. Il n'aurait jamais dû se produire. Mais est-ce que le Parlement européen, en tant qu'institution, devait rendre hommage à cet homme dont on connaît les positions qui sont orthogonales aux valeurs que nous défendons, suprémacistes, racistes, anti-avortement, pro-russe? Est-ce que notre institution devait lui rendre hommage? Absolument pas. Absolument pas, vous voyez, raciste, etc., bon. Alors, juste, Julie Lévesque, ça vous inspire quoi? On va prendre des auditeurs. Ben écoutez, on atteint le point Godwin assez rapidement dans les médias pour toutes sortes d'événements. Le point Godwin, je rappelle, c'est la réduction ad Hitlerum. Toute personne qui n'est pas d'accord avec moi est à la droite d'Adolf Hitler. C'est bien ça. Ouais, exactement. Donc, écoutez, sur justement le terme fasciste, c'est très difficile. Comme je vous disais en début d'entrevue, excusez, c'est parce que là, il y a des sirènes. Ça m'a déconcentré. Comme je vous disais en début d'entrevue, les médias ont fabriqué vraiment une image de Charlie Kirk qui, selon moi, ne correspond pas du tout à la réalité pour avoir regardé plusieurs de ses vidéos. Les gens qui le suivent, encore là, une construction de la réalité. Et quand on parle aux gens qui nous parlent de leur foi, de leur croyance, de l'amour pour leur pays, des gens qui vraiment sont pacifiques, il n'y a aucun appel à la violence, à la vengeance de ce que j'ai entendu, là, des gens à qui j'ai parlé. Donc, de lier ce Charlie Kirk au fascisme et les gens qui le suivent au fascisme, c'est indécent, selon moi. Je veux dire, ça n'a aucun lien avec la réalité. Maintenant, pour ce qui est de faire de lui un héros ou une icône, ben, je suis désolée, mais il est trop tard. Je pense qu'il l'était déjà avant sa mort et ça va seulement amplifier la situation. Bien sûr. Hier, j'étais à l'université. Il y avait, en fait, je suis allée me promener sur le campus. Le campus a été fermé à partir du moment où l'événement s'est produit et ça ouvre seulement aujourd'hui, ce matin. Donc, on est allé quand même sur les lieux de l'université hier pour voir ce qui se passait. S'il y avait un peu d'action, c'était complètement désert. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais en bas, il y a une vigie pour Charlie Kirk. » Donc, on s'est en allé voir la vigie. Il y avait quand même quelques personnes. Et puis là, les gens étaient plus enclins à partager leur... Oui, exactement. Et les jeunes, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont inspirés, qui sont encouragés à exprimer leurs opinions, à promouvoir justement le dialogue.
et puis à prendre la parole. Mais il y a des personnes aussi qui disent que ça va avoir un effet réfrigérant, vraiment, sur la liberté d'expression. Oui. Le jeune, justement, qui était là, qui était peut-être à 3, il m'a montré sa vidéo, il avait une vidéo où lui-même a filmé, là. Et puis, il était très, très près de l'événement, encore sous le choc. Et pour lui, ça a un effet réfrigérant. Ça lui a fait peur et ça l'a choqué. Et puis, il y a une jeune dame qui était là aussi, qui a assisté à la tuerie. Et puis, elle voulait pas parler. Et puis, son copain disait, écoutez, pour nous, c'est très difficile. On est encore sous le choc. Donc, je pense que vraiment, les réactions sont partagées là, au niveau des conséquences. Et puis, que ça pourrait avoir. Il y a la peur, Julie, c'est clair. Les gens, si maintenant exprimer son opinion devient un métier à risque et à risque mortel, évidemment, non, mais c'est comme ça. Vous savez que le vrai fascisme commence. Hein. C'est comme ça que le totalitarisme commence. Il faut faire très attention. Je crois, Maud, que nous avons un auditeur. Pardon, on a un auditeur, Kevin, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour, Kevin. Oui, bonjour André, bonjour Madame l'évêque. Écoutez, moi je vous appelle parce qu'il y a une dizaine de minutes, peut-être un peu moins, j'ai cru comprendre, et je voudrais que ça soit clarifié, que Madame l'évêque semblait être choquée du fait qu'il y a un journaliste nord-américain qui s'était réjoui de la mort, de l'assassinat de Charlie Kirk ait pu être licencié. Donc pour moi c'est un acte d'inhumanité dans tout état de cause, et pour un journaliste c'est une faute professionnelle. Donc est-ce que madame pourrait développer la façon dont elle a été choquée par le licenciement de quelqu'un qui se réjouissait de la mort de éventuellement un opposant? Oui, Louise Lévesque, par rapport à ça, c'est-à-dire que ce que dit notre auditeur, c'est que se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est même plus une opinion, c'est autre chose, c'est une passion. Et est-ce que ça mérite ou ça ne mérite pas effectivement d'être licencié? Qu'est-ce que vous l'avez évoqué, donc il aimerait que vous précisiez. Oui, en fait, je pense que je me suis mal exprimée. Je parlais du fait que les gens étaient vraiment... Je parlais de la culture du bannissement, comme quoi il y a de la culture du bannissement à gauche comme à droite. Je n'aime pas ces étiquettes-là. Pour moi, ça représente plus rien, parce que avant 2020, j'étais de gauche, et après 2020, j'étais d'extrême droite. Donc, c'est un peu ridicule. Mais non, en fait, je suis d'accord avec votre auditeur. Pour moi, c'est une faute professionnelle, et c'est un très grave problème. Je vous dirais que depuis, c'était là avant 2020, mais je crois que depuis 2020, c'est vraiment exacerbé. Les journalistes, les chroniqueurs se croient tout permis. Et pour moi, je suis d'accord avec le fait que cette personne-là ait été licenciée. Maintenant, on nous dit, ben, écoutez, on est pour ou contre la liberté d'expression, là. Si vous êtes pour la liberté d'expression, vous ne devriez pas demander qu'un chroniqueur qui exprime son opinion soit licencié. Oui. C'est très différent. Il y a la liberté d'expression en général et la liberté d'expression des journalistes et des chroniqueurs. Et je crois que les chroniqueurs, depuis 2020, se croient tout permis. Ils vont très loin. Cet homme-là aurait pu se réjouir de la mort de Charlie Kirk entre amis, je veux dire, sur ses réseaux sociaux, mais même à ça, les journalistes sont quand même responsables de ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Et pour moi, ça frôle vraiment l'appel à la haine. Et au Canada, c'est pas comme aux États-Unis. Je pense qu'en France, vous avez une loi aussi contre le discours haineux. Tout à fait. Tout à fait. Et ça s'apparente si ce n'est pas. Ouais, exactement. Donc, ça banalise énormément le meurtre et la violence. Et je crois que c'est une bonne chose là, que cette personne-là ait perdu son micro. Oui, Julie Lévesque, en fait, ce qu'on peut se demander, bon, on ne peut pas répondre à ça, mais quand même, on peut se demander si, et ça va être intéressant à suivre, si ce meurtre de Charlie Kirk après d'autres, hein, on va pas comparer avec ce qui s'est passé avec cette pauvre Ukrainienne égorgée à Charlotte, et puis d'autres meurtres, le nombre de journalistes aussi et autres et d'intellectuels qui sont morts parce que justement ils prônaient
aimé la liberté d'expression. Malheureusement, dans l'histoire, ils sont très nombreux et ce sont, on peut dire, sans jouer au martyr, on peut dire vraiment que ce sont des victimes de cette espèce d'hydre et lamentable qui est le fanatisme, l'extrémisme et la haine. Bon, c'est hélas qui n'est pas nouveau. Mais vous pensez, parce que c'est intéressant, vous m'avez dit que dans les gens que vous avez interrogés, que ce soit les hommes, les femmes, les garçons ou les filles, certains disaient que les uns avaient peur, et effectivement ça les réfrigérait, et d'autres ça les a galvanisés, disiez-vous. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à ce que des gens se mobilisent, qui n'étaient peut-être pas politisés, ou qui n'étaient peut-être pas intéressés par tout ça, se disent ah non, ça va pas, on peut pas laisser faire ça comme ça? C'est intéressant que vous posiez la question parce que j'ai oublié de vous dire que ce que j'ai entendu très souvent en parlant des gens, c'est « je me fous de la politique ». La plupart des gens à qui j'ai parlé, peut-être pas la plupart, là, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Moi, I don't care much about politics. Les gens se foutent un peu de la politique. Ils sont pas nécessairement... il y a des gens qui sont... C'est un État républicain, hein. En plus, l'Utah, c'est un État républicain. Oui. Mais les gens ne sont pas nécessairement pro-Trump. Et puis, c'est ça. Donc, les gens... Est-ce que les gens vont être plus politisés? Je crois que oui. Je crois que ça inspire beaucoup de jeunes justement à mieux à s'exprimer plus librement. Mais on verra les conséquences que ça va avoir. Mais je pense que en étant ici, le portrait qu'on peut se faire en regardant les réseaux sociaux et la réalité sont deux choses, c'est comme deux univers complètement différents. Parce que si on regarde son fil de X ou son fil Facebook, on voit beaucoup de gens qui vont critiquer, qui vont se réjouir de la mort de Charlie Kirk. Et ça fausse un peu le portrait. Parce que moi, j'ai rencontré personne qui se réjouissait de sa mort. Et il y a seulement une personne à qui j'ai parlé qui était une fan de Charlie Kirk, qui me disait que oui, il y avait une personne près d'elle, puis s'était réjoui de sa mort. Mais sinon, personne m'a dit d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a tout vu. Hein. On a vu des gens hystériques en disant ouais, formidable. Maintenant, il faut aller avec Trump. Il faut tuer Musk. Il faut tuer Trump. Il faut tuer celui-ci. Il faut tuer celui-là. Quoi. C'est vrai que les réseaux sociaux aussi, c'est un réseau déformant. C'est-à-dire que évidemment, il y a une loupe, quoi. Ça grandit les choses, mais c'est incroyable. C'est à la fois passionnant et autre. Il y a le meilleur et le pire, mais c'est étonnant comment certaines hystéries, certaines se laissent aller, quoi, sur les réseaux. C'est assez impressionnant. Mais les Américains, je vous dirais en général, je viens pas souvent aux États-Unis, là, mais en général, les Américains, c'est des gens qui sont très amicaux, qui sont très familiers. Ils aiment discuter. C'est vraiment, c'est des gens qui sont très, très gentils. Et justement, ce matin, j'avais une entrevue plus tôt ce matin avec Alexis Poulain, puis il y avait un jeune homme qui travaillait dans le lobby. Et puis, il me disait, tu sais quoi, c'est étrange parce que pour aller voir un match de football américain, évidemment, là, il disait qu'on pouvait seulement rentrer avec un petit sac transparent. Ah ouais. Pour les la armes. La sécurité était très forte. Ouais. Et il alors comprenait que pour pas Charlie pourquoi Kirk, il y avait rien, il y avait pas de sécurité, quoi. Exactement, pas de sécurité. Il y en avait peut-être là, mais je sais pas. Mais dites-moi, Julie Lévesque, la dernière question que je voudrais vous poser avant de vous laisser dormir un peu. Est-ce qu'on risque d'avoir un avenir où vous, moi, beaucoup d'autres, des journalistes ou autres, qui expriment leurs opinions, vont circuler avec des gilets pare-balles? Est-ce que ça va être ça dans un avenir plus ou moins proche quand on s'occupe d'un certain nombre de domaines? C'est une bonne question. Je vous dirais au Québec, le Québec c'est pas une société qui est très violente. Je veux dire, la violence armée, il y a eu des tueries là, oui. Mais je vous dirais qu'au Québec, ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des crimes familiaux.
Ah oui. Peut-être que je me trompe, là, mais ce qui me vient en tête là, quand je pense à des crimes par arme à feu, ce sont soit des crimes passionnels, des crimes familiaux. Des tueries. Il y a eu une tuerie dans une mosquée il y a quelques années. Mais je vous dirais que moi-même, durant la COVID, je suis allée à un rassemblement qui avait lieu contre le couvre-feu. Et c'est un rassemblement qui était fait par un groupe de gauchistes. Et puis moi-même, comme je vous dis, je me considérais comme une gauchiste avant, plus aujourd'hui, mais je me considère toujours pas comme une extrémiste de droite. Mais je me suis fait agresser par des gens ceux qui organisaient la manifestation disaient oui, on ne veut pas de complotistes, d'extrémistes de droite ou de ci, de ça. Moi, je me considère pas du tout comme une complotiste ou une extrémiste de droite et je suis allée pour manifester contre le couvre-feu. En plus, j'avais un recours contre le gouvernement du Québec contre le couvre-feu, donc je me suis présentée là-bas et il y a 4 ou 5 gars, des gars assez bâtis là, qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Hey, c'est toi, Julie Lévesque? Ouais. Va-t'en, on veut pas te voir ici. » Et j'avais mon téléphone et j'ai commencé à filmer la situation. Et il y a un gars qui il a donné un coup sur mon téléphone à 2 reprises. Donc, moi, j'ai considéré ça comme une agression. Et ils étaient très, très agressifs. Et ça m'a étonné, là. C'est pas quelque chose que je pensais voir au Québec. C'est là en France. À la fête de l'humanité, Paul Watson s'est fait agresser par des gens parce qu'il n'était pas totalement sur leur ligne le défenseur des baleines. Merci beaucoup, Julie Lévesque, pardon. Merci beaucoup et puis on continuera à parler avec vous et merci pour vos éclaircissements en tout cas. Voilà. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Oui, voilà, Charlie Kirk, Londres, voilà, les ravages de la violence, et puis cette espèce de clivage, il faut le dire, de division vraiment en 2 camps, et l'un camp ne veut plus parler à l'autre, quand même, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si vous... je voudrais dire juste quelque chose là-dessus, quand même. Quand on arrive au stade... Vraiment, on ne peut plus discuter avec quelqu'un, on n'en est pas là, hein. Heureusement, je vous rassure, on n'en est pas là. Mais de traiter de tous les noms, de le diaboliser, de l'invisibiliser, et surtout de lui coller une étiquette. Parce que quand on est quelqu'un qui, vous savez, qui est ignorant de ce qui se passe, qui ne sait pas ce qui se passe, il entend du matin au soir, machin nazi, machin fasciste, machin extrême droite, machin ceci, machin cela. Oui, il faut les éliminer, Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien, pour un esprit un peu faible, ou même pas faible, eh ben, vous lui mettez une cible sur le dos. On lui met une cible sur le dos et quelqu'un dira, écoutez, il faut l'éliminer, hein. Ça a été quoi, Samuel Paty? Ça a été quoi, Émile Bernard? C'est-à-dire ceux-là, ah oui, attention, ils sont ceci, ils sont cela, hein. Ils sont fascistes, nazis, ils sont anti-religieux, islamophobes et tout. Attendez, ou judéophobe ou christianophobe. Mais depuis quand on doit en arriver là? Depuis quand dans des pays dits civilisés, je dis bien dits civilisés, et dits démocrates, on va en arriver là? Non mais ça suffit, on peut discuter, on peut recevoir comme on le fait ici, toutes les opinions, sans que l'on se fiche sur la gueule. Alors pour le moment, ça va. Mais ça va combien de temps? Ça va combien de temps quand on entend ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, qui s'est passé avec d'autres pour la couleur de peau? Alors c'est la couleur de peau, ou la religion, ou l'ethnie, ou etc., etc. Mais on en est là. Alors écoutez, il y a une chose très très importante, les contre-pouvoirs. La violence, stop à la violence. On revient à ça. Qui doit protéger ses citoyens sans distinction, se protéger ses citoyens et réagir extrêmement violemment, justement, contre la violence? Eh ben, le pouvoir. Et il a besoin vraiment de contre-pouvoir pour lui rappeler son métier, sa vocation et ses devoirs. André, vous parliez tout à l'heure des propos de François Morel sur France Inter et de l'étonnant laxisme de l'Arcom. Sur BFM TV, cette fois, c'est Ferris Barkat, cofondateur de Banlieue Climat, qui a ouvertement légitimé la violence à l'encontre des forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter et puis ensuite de réagir. Alors, rappelez, juste un moment, Maud, rappelez ce qui s'était passé de ce policier qui a été lynché. C'est un policier à Tourcoing qui a été lynché par des jeunes. C'était dimanche 14 septembre
septembre, si je ne me trompe pas. Et dimanche, justement, 5 adolescents ont été mis en examen dans le cadre de cette affaire. Voilà. Mais c'est une agression parmi d'autres. Et vous aviez traité plusieurs fois d'ailleurs des agressions de fonctionnaires de police, notamment, vous vous souvenez certainement de cette image d'une voiture de la police municipale qui était dans une cité, je ne sais plus exactement où, et qui s'était fait attaquer de toutes parts par des jeunes, toujours, on dit toujours des jeunes. C'était renversé. Alors écoutez, donc on reçoit, les journalistes de BFM TV reçoivent Ferris Barkat, cofondateur de Banlieue Climat, et on l'interrogeait donc sur ce lynchage de policiers, et voici ce qu'il répond. Écoutez. Oui, la police tue, censée tuer entre 2020 et 2022 en garde à vue. Bien évidemment que la police tue Adama, Naël, on va pas refaire la liste. Donc effectivement, il y a un regain de violence qui est une réaction à une violence à la base policière qui est perçue comme illégitime. Qui est pour vous illégitime, ce regain de violence. Cette violence-là, en réponse, je suis personne pour juger la légitimité de la violence, mais je dis juste que c'est une réaction qui est là et qui est naturelle, qui va être en réponse à une violence à la base d'État. Donc la question, c'est la police représente qui? Représente quoi? Alors c'est intéressant. La police représente qui? Non mais Ferris Barkat pose une vraie question. La police représente qui, représente quoi? Alors c'est quoi la police? C'est intéressant de rappeler au fond le rôle de la police, parce que si on va jusqu'au bout, pourquoi on a besoin de police? Tout va bien, on est dans une démocratie apaisée. La police, pourquoi? Il y a pas de violence, il y a pas de problème. Il y a, comme disait un célèbre ministre qui ne l'est plus, qui est maintenant au théâtre, il a trouvé sa vocation. On n'est plus dans la sécurité, on me donne le sentiment d'insécurité. Intéressant à renvoyer à tous les gens qui sont victimes d'un certain nombre de choses alors qu'ils n'ont rien demandé. Alors il dit, la police, ça représente qui? Ça représente quoi? Alors justement, il faut poser la question. Si la police ne représente personne, écoutez, abolissez la police, fini. Arrêtez les commissariats, arrêtez tout, et puis chacun se débrouillera. Bon, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire que quand on arrive à ce que des gens lynchent des policiers, et on avait reçu Maurice Berger, vous savez, le grand spécialiste de la délinquance juvénile, des jeunes délinquants. Il avait dit, mais s'il n'y a pas de seuil, s'il n'y a pas un mur à opposer, s'il n'y a pas des sanctions, et des sanctions immédiates, des sanctions rapides, et pas des sanctions après 6 mois, 11 mois, 13 mois, et après qu'on les renvoyé, le juge de la liberté et de détention les renvoyé à sa chère famille, je dis pas à ses chères études. Écoutez, pourquoi ne pas continuer? Si je sais que je peux le faire et que si j'ai l'impunité de le faire, il n'y a pas de problème. Allons-y, allez, open bar, très bien, allons-y. Et c'est ça qui s'est passé. Or, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Parce qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que dans une chaîne de télévision m'avait dit quelqu'un, un journaliste. Il lui dit oui, mais non, c'était sur LCI, je ne sais qui là, disait par rapport, on rêvait à Charlie Kirk. Oui, mais vous comprenez, c'est une réponse humaine. Sergueï Girov. Voilà, c'est une réponse humaine. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? On a semé la violence, et on récolte la violence. Mais voyons, il y a qu'à y aller, quoi. C'est normal. Et là, ce que dit Ferris Barkat, oui, moi je ne veux pas légitimer la violence. Mais enfin, vous comprenez, la police se comporte. Il tue et tabasse, paraît-il. La police tue, on l'a entendu, et pas seulement là. Or, ce qu'on constate, ce qu'on a regardé, c'est que Banlieue Climat, dont il est cofondateur, est financé par des fonds publics, ça veut dire par nous. 4 000 € de Paris, de la mairie de Paris, et 140 000 € de la municipalité de Strasbourg. 35 000 euros annuels, plus 105 000 € exceptionnels. Alors ça, c'est intéressant quand même. Alors, on finance des associations, très bien, je ne sais pas ce que fait Banlieue Climat, peut-être qu'ils font un très bon boulot ou pas, je n'en sais rien. Mais quand son cofondateur et porte-parole dit « la police, elle sert à quoi ? La police fait quoi ?» Et on comprendrait bien qu'on s'en prend à la police quand on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il légitime quelque part cette guerre, et puis voilà, un policier, c'est un ennemi pour certains, et il faut qu'on le démolisse. Financé par l'argent public ? Financé par les contribuables ? Est-ce qu'on peut se poser quelques questions sans devenir complètement fou? Pour réagir, 0826 300 300, 0826 300 300, si vous êtes touché, indigné par ces actualités et ces propos, par exemple, de Ferris Barkat, n'hésitez pas à réagir, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Au
Aurillac, dans le Cantal cette fois. Ce ne sont pas contre des policiers, mais contre des banques que des enfants ont été encouragés à jeter des pavés en mousse, André. Ah ben écoutez, ça devient très intéressant. Moi, on dit qu'il y a des lacunes dans l'éducation. Hein. On dit que vraiment, y compris à l'école primaire et tout. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord l'introduction de l'éducation sexuelle pour les 3 ans et plus, ce qui est quand même un avantage non négligeable. Je dis ça au second degré pour le cas où les gens me prendraient pour un chuchoteur de perversité dont l'aspect corrompt comme le gouffre attire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben le 10 septembre 2025, vous savez que c'était le 10 septembre, bloquons tout, manifestons, etc., etc. Il y a eu des bonheurs divers, bon, on connaît les résultats. Mais dans le Cantal, lors d'une manifestation contre l'austérité budgétaire, des parents ont encouragé de jeunes enfants de moins de 10 ans à jeter des pavés en mousse sur des façades de banques. Les enfants étaient encadrés par des adultes et l'action a été rythmée par une fanfare et ça n'a pas plu du tout au maire PS d'Aurillac, Pierre Matonnier. Et il a dit non, casser n'est pas un jeu dans une ville qui vient de subir un profond traumatisme avec des casseurs qui ont souhaité détruire un festival. Entre parenthèses, c'est vrai, ça c'est pas mais il y a eu quand même chose terrible. Il y a un merveilleux festival de rue à Aurillac, magnifique, qui existe depuis des années, qui est formidable. Eh bien, voilà, il y a des gens qui sont arrivés pour casser ce festival, détruire. Et le maire dit quand même bon, jeter les pavés de mousse, évidemment, ça ne fout pas les banques en l'air, mais enfin, c'est pas une bonne idée. Il dit, alors l'élu socialiste dit, je comprends la colère populaire contre les mesures budgétaires annoncées, et ce n'est pas ainsi qu'on créera une solidarité nationale. C'est vrai. Alors, le problème est là, qu'on ait envie de réagir, etc., et c'est tout à fait normal, et je dirais moins sain. Vous savez, quand on fait que les gens il ne leur restera plus que l'impôt sur les os, comme disait admirablement Michel Audiard, quand les gens sont vraiment, quand on a les prélèvements obligatoires les plus importants, c'est vrai que les gens n'en peuvent plus. Alors, ceux qui gagnent bien leur vie, il n'y a aucun problème, ils continuent, mais de quoi vous parlez, tout va très bien, Madame la Marquise, et les autres en ont marre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je dirais, je ne serais pas du tout scandalisé en disant comment les enfants jettent des pavés en mousse. Cela dit, c'est vrai que jeter des pavés en mousse peut amener ensuite, à quelques années plus tard, à jeter d'autres pavés. Mais encore une fois, il faut vraiment peser les choses, parce qu'il faut arrêter de dire, parce que quelque part le discours, on le voit très 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 bien, on l'a vu le 10 septembre, on le verra demain, ah non, arrêtez de manifester, il n'y a plus que les casseurs. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a des partis politiques qui récupèrent, qui disent oui, c'est à nous, et les gens ne veulent plus aller parce qu'ils n'ont aucune envie, et on les comprend, de suivre tel ou tel parti politique qui récupère de la manifestation dans des buts électoralistes, et on les connaît. Et puis il y a un gouvernement ou des gouvernements qui disent attention, il va y avoir les casseurs, vous allez être blessés, vous risquez, et puis on encourage le télétravail. Alors à ce compte-là, il faut faire vraiment très attention et peser. Donc, on dit, vous savez, ça c'est les merveilleux Tartuffes. Non, mais nous sommes pour le droit à manifester, absolument, mais dans le calme et la sérénité. Et en même temps, on sait très 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 bien les passages entre certains groupuscules qu'on fait passer pour casser, pour tabasser, etc. On dit, regardez, vous voyez ce que c'est devenu les manifestations ? Les honnêtes gens sont plus là, les familles sont plus là, il n'y a plus que les voyous, donc restez chez vous et prenez le télétravail. Oui, d'accord, mais à une condition, c'est que ça ne finisse pas par dire restez chez vous tout le temps, Covid, climat, guerre et compagnie. Parce que rester chez le temps, tout le temps, c'est le rêve. Il faut le dire, de tous les pouvoirs, une nation de moutons. Une nation de moutons, surtout, voilà, on ne peut rien faire, donc on reste chez soi et on ne bouge pas. C'est vraiment Antigone et Créon, c'est la vieille dialectique entre ceux qui veulent dire, écoutez, non, ça ne va pas, le roi est nu, ça ne va pas, et d'autres qui disent, oui, ça ne va pas, mais de quoi vous plaignez, vous n'êtes pas en Corée du Nord, ni en Chine. Eh ben non. On peut se plaindre
tout en n'étant pas en Corée du Nord ou en Chine. Ça s'appelle la liberté d'expression, encore une fois, qui n'a rien à voir. Et je le répète et je le radoterai avec l'appel à la haine et à l'appel au meurtre. Simplement, on ne peut pas faire en sorte de dissoudre le peuple en attendant qu'on n'ait plus quelques bulles qui flottent à la surface d'une société complètement lobotomisée. Ce n'est pas non plus, et vous le savez très bien, l'alpha et l'oméga d'une démocratie. J'ai une question rapide pour vous, André, pour réagir justement à ce lancer de pavé en mousse, activité très intéressante. Vous parliez tout à l'heure de légitimer la violence, de ceux qui légitiment la violence, et maintenant on peut parler de ceux qui instruisent la violence et donc les parents de ces jeunes enfants. Est-ce que pour vous, il faut responsabiliser pénalement les parents dans ce genre de situation? Je ne sais pas s'il faut les briser sur les pavés à mousse, mais vous avez tout à fait raison sur les actes de violence. Alors là, on le dit depuis longtemps, il faut absolument responsabiliser les parents et responsabiliser financièrement aussi et à tout point de vue. Il est inadmissible que des gosses, effectivement, on l'a vu pour un certain nombre d'émeutes, et on dit oui, ils sont responsables de rien. Et Maud, rappelez-vous, maintenant c'est à la collectivité de payer par l'augmentation des primes d'assurance. On va tous payer pour les conneries faites par certains. Non, ça, on est résolument contre. Merci André, à demain.